Allez, on va démarrer si vous en êtes d'accord. Bonsoir à tous. Je m'appelle Pierre Compère. Je travaille chez Agri Sud-Ouest Innovation, qui est un pôle de compétitivité, partenaire du CIMA et plus particulièrement de cet espace, le Startup Village, aux côtés de la ferme digitale. Et on est là pour cette conférence pour vous parler d'indicateurs, d'informations qui permettent de non seulement mesurer, mais derrière gérer et valoriser la performance environnementale. Parce que oui, ça semble difficile, on en parlait dans la table ronde précédente, de vouloir valoriser une progression, une démarche de progrès, de vouloir valoriser des crédits carbone ou une performance environnementale dans le cadre de filières, sans avoir les outils pour gérer et avant cela mesurer ces avancées. Et donc c'est pour ça que, en tant que adhérent d'Agri Sud-Ouest Innovation et de la ferme digitale, on a proposé à différentes entreprises de venir échanger avec nous sur cette notion d'indicateur de performance qui semble clé pour pouvoir engager des démarches de progrès et surtout, encore une fois, je le répète, les valoriser. Je vais proposer à Cindy de se joindre à moi. Cindy travaille chez Cap20, Cindy Lassoureille. Cap20 qui est une start-up qui propose non seulement des données météo, mais aussi des pièges connectés. De me rejoindre, merci Sylvie. Et Sylvie, j'ai une première question pour toi. À quoi ça sert des pièges connectés et pourquoi ça semble intéressant d'avoir des pièges comme cela pour tracer des pratiques agricoles? Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Cindy Lassoureille de la société Cap 2020. Chez Cap 2020, en fait, on propose des indicateurs, des informations et des services pour évaluer et maîtriser les risques à la fois agroclimatiques, mais aussi ceux, comme tu le disais Pierre, liés aux insectes ravageurs des cultures. Donc en fait, on a deux gammes de services qui sont complémentaires et aussi interconnectés. Donc sur la partie rapidement agroclimatique, on va être fournisseur de données à la fois qui sont modélisées, qui sont calculées, et aussi de données qui sont mesurées sur le terrain au sein des parcelles. Donc ça peut être à l'intérieur des parcelles, sur différentes parcelles, pour venir mesurer la variabilité qui existe, donc cette variabilité agroclimatique, pour pouvoir vraiment piloter son exploitation, son territoire de la meilleure façon en prenant en compte cette variabilité. Donc ça, c'est des premiers outils qu'on utilise et qui sont utiles aussi pour la transition des pratiques agricoles. Et notre deuxième activité, donc, qui concerne le suivi des insectes ravageurs des cultures. Donc là, c'est notre service CapTrap, donc, où on propose une gamme de pièges connectés qui permet en fait d'automatiser la surveillance des ravageurs qui arrivent, de les suivre en temps réel et donc vraiment pouvoir déterminer quand est-ce qu'ils arrivent précisément pour vraiment intervenir à la date optimale. Intervenir à la date optimale, c'est très important, notamment quand on utilise des solutions de biocontrôle, par exemple, qui sont très techniques, qui demandent une date d'application très précise pour avoir une efficience maximale. Tu parles du biocontrôle et plus largement des biosolutions parce que c'est des outils, des produits qui sont souvent mis en avant quand il s'agit de transformer les pratiques agricoles, de venir substituer des produits phytosanitaires classiques ou des fertilisants d'origine synthétique par ces biosolutions. Mais voilà, insistons là-dessus. Qui dit biosolution dit domaine de performance peut-être moins facile à maîtriser et de l'intérêt d'avoir des outils de diagnostic pour mieux positionner ces solutions. C'est ça, tout à fait. Quand on est sur ces applications de biocontrôle, il est très important, donc c'est une phrase que beaucoup de monde connaît aujourd'hui, mais c'est d'appliquer la bonne dose au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire intervenir quand c'est nécessaire et de façon très précise pour avoir une lutte vraiment efficace contre les insectes ravageurs, mais aussi permettre de préserver la biodiversité et donc tous les insectes, toute la faune auxiliaire qui est aussi présente sur les parcelles. On va creuser ça avec toi tout au long de cette table ronde. J'ai proposé à Christian de nous rejoindre également. Christian vient t'asseoir à nos côtés. Christian, tu es le fondateur de la société Bigard. Déjà, toutes nos félicitations pour ton CIMA Innovation Awards. Tu vas nous expliquer ce que fait Bigard autour d'une question moi, qui m'interpelle. En fait, pourquoi tu t'intéresses à l'abeille? Bigard, on a compris, tu proposes des solutions autour de l'abeille, tu vas nous les préciser. Mais pourquoi est-ce que l'abeille n'intéresse pas que les apiculteurs, mais aussi les agriculteurs et les autres acteurs des filières agricoles? Oui, alors Pierre, je vais te répondre, mais avant tout, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ce qui est très intéressant avec l'abeille, c'est que scientifiquement, c'est reconnu comme une espèce parapluie.
On parle aussi d'espèces sentinelles. Donc, c'est-à-dire que sa place dans l'écosystème, à la fois, est un vecteur d'action, puisqu'on connaît les chiffres. 75% des fruits, légumes, graines que l'on consomme ont besoin d'une pollinisation par les insectes. La deuxième chose, c'est que c'est un maillon finalement relativement faible. Pour en témoigner, 35% de mortalité sur les colonies d'abeilles, alors même que c'est un insecte qui est élevé avec les apiculteurs. Oui, parce que là, on parle d'abeilles domestiques pour l'instant. Oui, tout à fait. Dans un premier temps d'abeilles domestiques. Alors, je disais 35% de mortalité, 50% aux États-Unis. On voit aussi déjà des effets d'une agriculture vraiment intensive. Entre autres. Mais effectivement, cette fragilité, c'est finalement une force, puisque ça devient du coup un bio-indicateur. Donc nous, chez Bigard, l'idée, c'est d'utiliser l'abeille comme un drone naturel qui va parcourir son rayon d'action, c'est-à-dire en moyenne 3 km, pour aller chercher tout simplement sa nourriture, donc l'eau, du pollen, du nectar, et au passage, elle va réaliser son service écosystémique de pollinisation, donc super, c'est gratuit. Mais là, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'on va augmenter les ruches, finalement avec des capteurs, pour pouvoir retirer de la data sur l'activité et la santé de ces abeilles. À ce moment-là, on va pouvoir, en traitant ces données, obtenir des indicateurs de qualité environnementale. Aujourd'hui, on en produit 2. Qui sont assez fondamentaux. Le premier, c'est la disponibilité des ressources alimentaires tout au long de l'année. Donc on va avoir des périodes d'excédent, d'équilibre et bien sûr des périodes de déficit. Tout ça traité avec les conditions météo pour que les données soient robustes. Et ça veut dire à ce moment-là qu'en période de déficit, eh bien, on aura ciblé finalement le moment où on va pouvoir choisir d'implanter par exemple des couverts végétaux, de l'agroforesterie, bien tout un tas de techniques qui sont très connues en agroécologie. La seule chose, c'est qu'il nous manque le moment. Voilà. Et là, ce bioindicateur va nous permettre de définir le moment et d'être vraiment impactant. Le deuxième aspect, c'est avec effectivement la dernière de nos innovations, c'est BeeLive, qui nous permet de compter les abeilles en faisant une analyse vidéo, en embarquant une intelligence artificielle spécifique. Et là, en comptant les abeilles, certes, on analyse le flux des butineuses, donc avec le moment où elles sortent, elles rentrent, etc. Donc l'effort quelque part de pollinisation. Donc ça, en soi, c'est déjà un marqueur assez intéressant pour les cultures qui ont besoin de pollinisation. Mais pour toutes les autres, dans tous les cas, on a la mortalité. Donc la mortalité journalière, c'est un petit peu le Graal, parce que quelque part, si on a collision avec que ce soit de la pollution industrielle, il n'y a pas que l'agriculture qui peut poser des problèmes aux pollinisateurs, pollution industrielle, pollution urbaine, mais également effectivement la collision avec des produits de protection des plantes, mais parfois aussi des destructions de couverts végétaux, des filets paragrèles. On va donc avoir une augmentation drastique de la dépopulation de cette ruche. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a le moment. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour agir contre un problème que de savoir le moment exact où ça intervient? C'est très clair et on voit bien du coup une première complémentarité avec vos solutions, mais on va y revenir. J'ai proposé du coup maintenant à Yann Daoulas de nous rejoindre. Yann, tu es donc responsable com et marketing chez Kermap. Kermap propose des solutions d'analyse de données satellitaires. Une question un peu toute bête, la télédétection n'est pas trop loin pour proposer des indicateurs de suivi de pratique? Bonjour à tous. Donc, parfois, ça fait du bien de prendre de la hauteur, en fait, parce que on va pas pouvoir aller dire ce qui se passe au niveau de la biodiversité à l'intérieur d'un champ, très précisément, mais par contre, on va pouvoir avoir une vision globale et on va avoir une vision objective de ce qui se passe en regardant depuis l'espace. L'intérêt aussi, c'est les traitements qu'on peut appliquer sur cette image qui va permettre de fournir une information aussi homogène. Ça veut dire qu'on va pouvoir comparer des territoires les uns avec les autres parce qu'on fonctionnera avec des indicateurs similaires. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'on a une chance, c'est que cette information-là, elle est disponible en accès libre grâce aux satellites de l'Union européenne, de la constellation Copernicus. Et voilà, nous, notre travail, c'est de valoriser cette image en accès libre pour fournir à des gestionnaires de territoire qui mettent en place des projets de transition agroécologique, de leur fournir une information
de pilotage sur des zones, on va dire, très étendues. Ça peut être une petite région agricole, un département, et on peut même aller à l'échelle du pays si on veut. Tout ça, c'est scalable, et ces indicateurs-là, ils sont... voilà, l'enjeu, c'est de les rendre disponibles de la façon la plus simple possible pour tous ces porteurs d'initiatives. Et voilà, je parlais de la chance d'avoir ces images satellites grâce au programme de l'Union européenne. Le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas simples à traiter. Et donc, c'est là que nous, on intervient pour donner cette information. On commence à comprendre un petit peu comment s'articulent vos différentes solutions les unes aux autres. Ce qu'on comprend aussi, c'est que chacun d'entre vous, vous proposez des indicateurs pour suivre ou pour anticiper ou pour suivre l'évolution de pratique. Bah justement, je reviens vers toi, Cindy, pour vous demander, c'est quoi la complémentarité entre vos approches? Soit tu es plutôt, on va dire, dans la parcelle. D'ailleurs, CAP 2020, ça veut dire conseil agronomique à la parcelle. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc un conseil agronomique à la parcelle, puisque nos pièges connectés sont effectivement installés au sein des parcelles, là où se trouvent les ravageurs et la biodiversité. Donc nous, on est vraiment sur la partie évaluation, mesure, quantification en fait de ces populations pour vraiment venir maîtriser le risque voilà, le plus précisément possible. Donc nous, on est vraiment au niveau de la parcelle, mais aussi au niveau des territoires. Parce que finalement, les pièges qui sont installés sur les parcelles, on prend de la hauteur sur ces données pour avoir une connaissance de l'infestation des insectes ravageurs sur un territoire par rapport à une culture. Voilà. Oui, donc dans une logique en plus de souvent, on va dire privilégier des solutions de biocontrôle, on y revient, ou des biosolutions pour réduire les intrants par ailleurs. De ton côté, Yann, vous êtes plutôt, on va dire, a posteriori, du coup, dans le suivi de pratiques à une échelle beaucoup plus macroscopique. Oui, tout à fait. Nous, en fait, on vient dans une optique d'évaluation des progrès réalisés dans les programmes de transition qui reposent très souvent sur une pratique importante qui est la couverture des sols. Voilà, donc de faire en sorte que les sols soient couverts toute l'année. Ça peut être des structures privées, des agences de l'eau qui ont besoin de cette information pour évaluer l'efficacité des programmes qui financent, c'est-à-dire financer la mise en place de ces pratiques par les agriculteurs et pouvoir être en capacité de mesurer leur efficacité tout au long de l'année. Donc là, on est dans une logique de rendre compte d'efforts qui ont été faits. Toi, Cindy, de ton côté, on était plutôt dans une logique de opérationnaliser des efforts à faire. Et toi, Christian, du coup, comment tu te positionnes entre ces deux approches? Finalement, nous on fait un petit peu le lien, on fait des allers-retours, même je dirais, entre les deux, puisque effectivement, on a parlé de couverture de sol. Nous, on va chercher l'efficacité de cette couverture de sol d'un point de vue du pollinisateur. Le premier des aspects, c'est de lui apporter de la nourriture. Et effectivement, et ça, on va pouvoir le quantifier. Et donc, quelque part, amener un complément d'information qui va permettre de choisir peut-être le couvert végétal et dans tous les cas, d'en mesurer l'impact, vraiment. De choisir le couvert végétal en fonction de sa capacité à produire au bon moment de la nourriture pour les pollinisateurs. Quand je dis nourriture, pollen et nectar, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de cibler, pour être efficace, de cibler le moment où on a le plus besoin effectivement de cet apport de nourriture. Soyons très clairs, si j'ai une forêt de tilleuls derrière moi, au mois de juin, ça ne va servir à rien d'investir dans du couvert végétal mellifère. Pour autant, on pourra quand même faire du couvert végétal pour faire de la couverture de sol. Oui, ça, pourquoi pas proposer des couverts qui viendront nourrir le sol, qui seront détruits, qui viendront par des légumineuses ou autres. Tout à fait, de l'engrais vert, c'est tout à fait intéressant, mais ça sera effectivement couvert par l'approche de CARMAP. Et nous, on va être vraiment sur l'efficacité, centrée sur le service environnemental finalement qu'on va pouvoir apporter à ces pollinisateurs. Alors, pas forcément. Eux-mêmes nous rendront un service en retour. C'est bien cette logique de production de services environnemental pour préserver un service écosystémique que nous aurons en retour à la nature. Tout à fait. Et sachant que nous, le concept, c'est que la ruche et le capteur
primaire en fait. Donc ça veut dire que c'est un représentant, c'est une ruche témoin, représentant de tous les autres pollinisateurs, ceux qui sont domestiques toujours, mais également les insectes sauvages qui sont présents dans cette parcelle, donc en partie dans les couverts végétaux, dans les haies, dans les arbres, dans la terre, et qui vont apporter eux aussi ce service environnemental, mais eux ils sont invisibles. Donc on a besoin de les rendre visibles, et là ça fait le lien un petit peu avec la présentation de Cindy, parce que lorsqu'on va utiliser des biocides, très clairement c'est quand même pour tuer quelque chose exactement. Juste des biocides, je précise au cas où, notamment pour nos amis traducteurs, on va dire c'est des produits phytosanitaires qui ciblent de manière privilégiée des insectes ravageurs, et donc qu'ils soient, on va dire, très avec un pouvoir éradiquant fort, ou qu'ils aient une logique, on va dire, de contrôle des populations. Exactement. Et toute la question se situe dans justement cette notion de collision. Est-ce qu'on va être en capacité là encore une fois, de cibler l'insecte ravageur? Alors, grâce aux solutions de Cap 2020, on va pouvoir finalement savoir le bon moment. Encore une notion de timing. Mais le fond de la question, c'est est-ce qu'on a effectivement un impact dans cette pratique sur l'écosystème des pollinisateurs, et c'est là qu'intervient l'indicateur de mortalité. Donc en fait, grâce à tes solutions, on peut parler même de biosurveillance, on va dire, du territoire, des parcelles, pour les agriculteurs, avec une logique de rendre compte, là aussi, d'une bonne pratique agricole à terme. C'est ça, c'est exactement le principe de la biosurveillance de l'environnement par l'abeille, si on le met en entier, puisqu'on utilise ce bioindicateur qu'est l'abeille. Ça va être effectivement de rendre des comptes à l'agriculteur, pour lui permettre aussi d'avoir une démarche de preuve quelque part. J'ai fait des efforts, j'ai fait de la couverture, mais je l'ai fait pour avoir un impact. J'ai changé mes pratiques, je suis parti sur du biocontrôle, j'ai ciblé mes traitements, je les ai peut-être décalés dans le temps, j'ai utilisé des produits qui avaient une faible rémanence. C'est pas pour rien, c'est parce que j'étais persuadé que j'allais justement aider cet écosystème à se rééquilibrer, et nous on va chercher à le démontrer de façon à ce qu'il puisse utiliser ça pour valoriser derrière sa démarche. Donc là, on est dans une logique de démonstration d'un résultat. On dispose là d'indicateurs de résultats. Justement, on parlait de rendre des comptes. Qui est intéressé à produire, collecter et valoriser ces indicateurs dont on parle depuis tout à l'heure? Cindy, en commençant par toi, qui sont tes clients, on va dire, et qui utilise les informations que vous produisez? Alors nous, aujourd'hui, il y a un petit peu toute la filière en fait qui va l'utiliser. Alors chacun à sa façon. Nous, nos clients, généralement, ça va être des techniciens, des conseillers, des coopératives, des chambres d'agriculture, par exemple, et tous ceux qui participent au bulletin de santé du végétal, en fait, qui est un bulletin qui sort de façon régulière pour informer de la présence des ravageurs, notamment sur les cultures, et pouvoir du coup anticiper s'il y a des traitements qui vont pouvoir être faits. Donc, les opérateurs des réseaux, ceux qui vont les installer, ce sont donc les coopératives, les chambres, des négoces, des distributeurs. Mais l'utilisateur, c'est à la fois cette coopérative ou ce conseiller qui va pouvoir mailler son territoire pour vraiment avoir l'information et adapter son conseil sur l'ensemble du territoire pour donner un conseil donc pertinent à l'ensemble des agriculteurs. Mais les agriculteurs ont aussi accès à l'information qui provient de ces pièges. Donc du coup, via leur coopérative, via leur conseiller qui aura souscrit à notre service. Donc ils vont avoir vraiment une connaissance précise de ce qui se passe chez eux, aussi avoir accès à l'historique en fait de ce qui a pu se passer chez eux s'il y a déjà eu des pièges installés, et savoir un petit peu ce qui se passe chez les voisins pour toujours mieux anticiper et vraiment intervenir au bon moment. Côté Kermap, on est plutôt sur des acteurs un peu plus en aval de la chaîne, si je me trompe, qui sont utilisatrices utilisateurs des informations que vous produisez. Tout à fait. Alors on travaille par exemple avec des agro-industriels dans le cadre du programme Sol Vivant. Donc c'est un programme d'agriculture régénératrice qui est porté par la fondation Earthworm. C'est une ONG qui est basée en Suisse et qui sa conviction, c'est que l'impulsion peut venir d'en haut, des donneurs d'ordre, des agro-industriels, et que ces agro-industriels qui financent des programmes de transition, ils ont besoin d'avoir des mesures
justement des progrès effectués. Donc c'est grâce à nos données notamment qui peuvent avoir un pilotage global et à la fois continu de la mise en place de ces mesures. Ça peut être aussi des structures publiques comme des agences de l'eau. Donc on travaille par exemple avec Eau de Paris qui, de la même façon, met en place des programmes de paiement pour services environnementaux et qui a besoin d'avoir une vue d'ensemble, un pilotage de territoire qui va lui permettre par exemple de vérifier que les cahiers des charges sur lesquels s'est entendu avec les agriculteurs sont bien respectés, vérifier par exemple qu'il n'y a pas des fauches précoces, des prairies permanentes qui sont retournées, des choses qui contreviennent un peu au cahier des charges établi, et aussi mesurer les progrès des programmes mis en œuvre. Donc ça passe par la mesure de la durée de couverture des sols tout au long de l'année. Ça passe par des profils végétaux grâce au NDVI notamment, que nous fournissons en continu aussi à ces acteurs. Le NDVI qui est un indicateur qui traduit, on va dire, la vigueur. La vigueur végétale, voilà, un indicateur assez classique. Voilà. Et du coup, toi, Christian, on l'a compris. Donc là, avec Cindy, on est sur des opérateurs agricoles, plutôt situés à l'amont des filières. Avec Yann, des acteurs plutôt en aval des filières et on va dire dans une logique un peu a posteriori de contrôle, de vérification et puis des acteurs aussi des territoires. Avec toi, Christian, on se situe à quelle échelle? Filière, territoire, parcelle? Alors c'est ce qui est intéressant avec l'approche du bioindicateur, c'est ce côté intégratif en fait de l'abeille qui va parcourir ces 3 km et quelque part finalement on est très transverse. C'est-à-dire qu'on ne va absolument pas se contenter de faire de la bioindication au travers de l'abeille sur des cultures qui sont uniquement qui ont besoin d'une pollinisation animale. On va totalement être transverse et donc on peut travailler directement avec des agriculteurs, des opérateurs terrain. C'est le cas par exemple en viticulture. Ça peut être également à une échelle coopérative puisque là on va avoir la recherche de bonnes pratiques. Et de pouvoir retransférer ces bonnes pratiques ou ces résultats et parfois, des fois, le contraire, hein, c'est-à-dire de se rendre compte, encore une fois, rendre visible l'invisible, que certaines habitudes, certaines méthodes ne sont pas les optimum. Et ensuite, on peut travailler dans l'amont dans l'aval de la filière, donc avec des labels de qualité. Voire même des filières d'approvisionnement au niveau qualité. Donc, par exemple, on a un contrat de collaboration avec le label Bee Friendly. Tu l'as dit un peu vite, je le redis, le label Bee Friendly, qui est un label qui est apposé sur des produits agroalimentaires en bout de chaîne agroalimentaire et qui garantit des pratiques respectueuses des pollinisateurs. C'est exactement ça. Le référentiel de base, c'est en haute valeur environnementale sur lequel on a rajouté, ils ont rajouté dans leur référentiel des bonnes pratiques vis-à-vis des pollinisateurs. Et aujourd'hui, ils poussent à obtenir des mesures pour partager entre les labellisés, mais aussi être vraiment dans une démarche d'amélioration continue. On comprend en vous écoutant que vous cumulez à vous trois des indicateurs de diagnostic, on va dire, de situation et de pilotage de certaines pratiques, des indicateurs de vérification des moyens employés avec notamment le taux de couverture des sols par exemple, et puis des indicateurs de résultats de la performance environnementale avec un bioindicateur qui est l'abeille. Avant de se tourner vers la salle, et donc je vous invite déjà à préparer votre question, une dernière question pour vous trois. Est-ce que ce n'est pas une boîte noire pour les agriculteurs? Est-ce qu'ils ont véritablement la maîtrise et le retour d'informations sur l'ensemble de vos services? Est-ce que l'agriculteur lui-même est directement impliqué dans la production et l'utilisation de ces informations? Cindy, pour commencer. Oui. Alors, dans le cas des objets connectés, les objets connectés sont installés, nos pièges, chez des agriculteurs. Donc, ce qui est installé chez l'agriculteur, il a forcément accès à cette information qui peut utiliser donc directement, en parler avec son conseiller aussi pour avoir des préconisations sur comment utiliser ces données. Donc finalement, l'objet qui est installé chez lui, il y a une interface en fait qui accompagne toute utilisation de matériel de ce type-là, qui permet de visualiser la donnée, de la télécharger, afin aussi de la retravailler si on le souhaite, mais aussi d'être alerté en temps réel. Dans notre cas, les agriculteurs peuvent se paramétrer leurs propres alertes. En fait, s'ils veulent être alertés
lors d'un vol de ravageurs qui arrive, etc. Donc tout matériel qui est installé chez eux, ils ont accès en fait en façon transparente, au même titre que la coopérative, aux informations qui remontent. Et après, par contre, c'est la coopérative qui fera la diffusion plus largement à l'ensemble des agriculteurs, mais en permettant aussi un partage sur les différents secteurs, voilà, sur tel ravageur en viticulture qui est en train d'arriver. Tous les voisins seront aussi au courant. C'est la coopérative ou le négoce qui fait la synthèse, on va dire, à l'échelle d'un territoire de ce Exactement. réseau de pièges connectés. Yann, de ton côté, est-ce qu'il n'y a pas souvent un peu une crispation par logique un peu, bah voilà, c'est un outil de contrôle que je fais bien. Est-ce que les agriculteurs sont, comment ils perçoivent ça sur le terrain? Alors, déjà, nous, sur la question de la boîte noire, c'est un sujet sur lequel voilà, on est très vigilant parce que non seulement voilà, on utilise de la donnée satellite, ça peut générer effectivement de la crispation, et en plus, nous, on travaille avec des modèles d'intelligence artificielle justement pour massifier ce traitement, le rendre global et comment gagner un temps précieux dans l'analyse. Mais il faut savoir que voilà, les projets sur lesquels on travaille, c'est des projets de territoire. Je parlais du collectif Sol Vivant tout à l'heure. C'est des projets qui fédèrent vraiment toute la communauté, toute la filière, de l'agriculteur aux conseillers agronomes, au comité scientifique de Sol Vivant et aux agro-industriels, avec des visites de terrain, vraiment des choses qui impliquent l'agriculteur, qui est partie prenante de ce programme d'incitation financière et aussi de valorisation de son travail. Et voilà, nous, les données qu'on fournit, l'agriculteur, il y a accès dans les tableaux de bord qui sont mis en place. Il sait exactement ce qu'on a mesuré. Ce n'est pas des données qui vont lui être utiles forcément dans son travail au quotidien, parce qu'il sait il connaît ce qu'il fait sur ses parcelles, mais il n'est pas tenu à l'écart de tout ce qu'on collecte et de tout ce qu'on mesure, au contraire. En fait, c'est dans la gouvernance associée à l'utilisation de vos solutions que se règle cette question de l'implication de l'agriculteur. Toi, Christian, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est confié à des apiculteurs partenaires qui sont partenaires de Bigard, et l'agriculteur doit accueillir des ruches chez lui pour pouvoir utiliser cet indicateur de biosurveillance, ce capteur connecté entre guillemets qu'est l'abeille? Ou est-ce que c'est l'agriculteur lui-même? Bref, comment ça se déploie et comment l'agriculteur est directement impliqué? Oui, alors c'est effectivement le point central, c'est la propriété de la donnée. Et c'est pour ça que notre service de biosurveillance, il s'adresse directement aux agriculteurs. Alors effectivement, ils vont devoir avoir des ruches sur leur parcelle, parce que effectivement, c'est notre capteur de base. Et donc souvent, avoir un deal finalement avec des apiculteurs, et c'est très facile parce qu'évidemment en agriculture on a toujours des relations apiculteur-agriculteur, elles sont parfois conflictuelles, et donc là l'idée c'est que vraiment ça soit l'agriculteur qui soit sur un principe de biosurveillance le destinataire de la donnée en premier, qui puisse avoir sa réflexion. Et souvent, il y a du coup une démarche de discussion apiculteur-agriculteur pour aller chercher des solutions. Et là, c'est formidable. Parce qu'effectivement, on se met autour de la table, autour de quelque chose qui est factuel. On laisse donc de côté, je dirais, le côté un petit peu rugueux des fois de la relation. Il y a une forme d'objectivation de la situation autour de la question de l'offre alimentaire du territoire, ce qui permet d'enclencher des véritables actions communes entre apiculteurs et agriculteurs. Sinon, on parle un peu dans le vide. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de profiter aussi de l'expertise des apiculteurs qui ont une vraie connaissance florale, finalement, de ce qu'on peut apporter. Donc évidemment les agriculteurs en ont aussi, mais parfois on peut trouver des choses qui sont un petit peu exotiques, avec des plantes qui sont tout à fait quasiment sauvages, on va dire, mais qui sont bien adaptées au milieu et que les apiculteurs connaissent parfois, et donc peuvent partager ces petites astuces avec les agriculteurs. Tu parles là finalement d'un échange entre des producteurs et qui sont aussi des producteurs d'environnement en quelque sorte, et qui sont en capacité de prendre en charge non seulement la protection, mais pourquoi pas la production d'environnement. Je me tourne vers la salle. Est-ce que vous auriez des questions pour nos intervenants? Sinon, je désigne d'autorité quelqu'un. Voilà. Merci de vous dévouer. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Amiel Citruc de la société Rise, qui aide les agriculteurs à générer des crédits carbone notamment. Moi, j'ai une question pour Yann Daoulas. En collant bien votre micro, si possible. Ah, pardon.
Ah oui, il faut vraiment coller, ok. Désolé, autant pour moi. Donc merci pour la présentation, merci à vous trois. J'ai une question donc, pour Yann Daoulas de Kermap. Je voulais savoir, donc je comprends qu'avec le satellite, vous arrivez à avoir des informations sur, par exemple, la durée des couverts intermédiaires, mais je ne suis pas sûr de comprendre comment ça permet d'avoir directement des informations sur la biodiversité. Alors peut-être que j'ai mal compris, peut-être que ce cas-là n'est pas directement lié avec la biodiversité. Et sinon, je voulais savoir s'il y avait des modèles qui partaient de ça ou s'il y avait d'autres indicateurs de biodiversité qui pouvaient être dérivés, selon vous, de la télédétection. Alors nous, on va pas produire directement des indicateurs de biodiversité. Par contre, on sait que la couverture des sols va naturellement alimenter la biodiversité du sol en la fertilisant, en apportant de la matière organique. Ça, c'est des choses qui ont fait l'objet d'études, qui sont reconnues et qui sont mesurées par les intervenants de terrain qui participent au projet de territoire dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a des collectes, il y a des prélèvements qui attestent de l'amélioration de la santé d'un sol. Il y a des choses aussi qu'on mesure, qui sont reconnues comme favorisant la biodiversité. Par exemple, la diversification accrue des rotations. L'implantation de haies, de linéaires de haies, ça aussi c'est des choses qu'on mesure grâce à l'imagerie satellite. Alors nous, on apporte ce premier niveau d'information qui ensuite est validé sur le terrain par des observations concrètes, avec toujours dans l'idée que nous, on n'a pas la prétention d'apporter des indicateurs directs de mesure de biodiversité, mais des indicateurs de pratiques qui favorisent cette biodiversité et qui sont reconnus sans débat aujourd'hui. Voilà, donc on n'est pas là, en complément de ce que disait Christian, on n'est pas sur une mesure de résultat, on est plutôt sur, on va dire, des indicateurs de réalisation, des indicateurs de moyens qui sont qu'on sait avoir des effets bénéfiques sur la biodiversité. Une autre question pour nos intervenants peut-être. Sinon je dénonce, préparez-vous, je me rapproche. Mademoiselle, je suis sûr que vous avez une question. Vous allez trouver une question. Bonjour, merci pour cette conférence. Je suis étudiante à HEC et passionnée par le monde agricole, donc je viens ici par curiosité. Moi, c'était peut-être une question par rapport à la conférence, en lien avec la conférence qui s'est tenue tout à l'heure, sur comment accompagner les agriculteurs dans la transition vers bas carbone et aussi la régénération des écosystèmes et donc la biodiversité. Est-ce que vos solutions, elles pourraient aussi aider à cette transition ou c'est pas du tout l'objet ? Alors Christian, je te laisse répondre. Oui, alors effectivement, on va retrouver effectivement des similitudes. On est moins sur la régénération du sol, bien que après le végétal va venir de là. Mais très clairement, on parle de... Alors moi je parle souvent de rééquilibrage, parce que théoriquement, la biodiversité devrait être équilibrée. Mais effectivement, on a fait des choix paysagers, des choix urbains et des choix parfois de monoculture. Et donc on a pris une emprise sur le sol qui nécessairement a finalement déséquilibré les choses. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive à cibler justement ce déséquilibre, il existe des actions agronomiques qui sont finalement faciles, je vais le mettre entre guillemets, mais qui sont vraiment accessibles à mettre en œuvre. Donc les couverts végétaux bien choisis, effectivement, sont vraiment des actions qui vont avoir à la fois des actions sur le sol, mais s'ils sont choisis dans mon espèce sur la partie mellifère, on va avoir des actions de rééquilibrage par l'apport de nourriture. Les haies, on va avoir un aspect gîte, mais on a un aspect couvert également. Vous voyez tout l'intérêt des démarches d'agroforesterie, d'agroécologie de manière générale, c'est finalement de retrouver des équilibres qui sont parallèles à la culture principale qui va faire vivre l'agriculteur, mais qui ne l'impacte pas, ou peu finalement, et par contre qui va avoir vraiment un impact, et donc une capacité à régénérer, pour reprendre votre terme, ce qui a à un moment été perdu par les choix qu'on a fait. Encore une fois, faut être bien clair, par tout simplement manque de connaissances.
parce qu'on ne savait pas qu'on allait avoir un impact aussi négatif que ce qu'on mesure aujourd'hui. Christian parlait de la gestion. Christian parlait de la gestion d'équilibre et justement, il me semblait important de faire réagir Cindy parce que les outils que tu déploies permettent justement de savoir où est-ce qu'on en est en quelque sorte dans cet équilibre entre ravageurs, bioagresseurs et savoir à quel moment intervenir avant que la plante soit trop impactée. Exactement, pour cette notion de rééquilibrage, qui est une notion qui est très importante, il est important de quantifier cette biodiversité. Et dans biodiversité, on a bien évidemment les insectes ravageurs et la faune auxiliaire. Et c'est en quantifiant ces individus qu'on va pouvoir faire les bonnes décisions, les bons choix, c'est-à-dire traiter contre le ravageur, oui, mais avec quelle solution pour limiter mon impact sur tout ce qui va être aussi la faune auxiliaire. On revient à nos solutions de biocontrôle qui sont souvent très spécifiques pour des espèces données et donc qui permettent de maintenir cette biodiversité. Donc effectivement, avoir ces capteurs au champ, ça vient en complément de tout ça pour mesurer, quantifier et évaluer justement tous ces éléments. Et en fin de chaîne, on a la capacité de venir, on va dire, voir les effets aussi et surveiller le déploiement de ces bonnes pratiques à l'échelle satellitaire grâce à Carmap. Tout à fait. Pour rejoindre et développer un peu sur ce que disait Christian, effectivement, les indicateurs que nous produisons sont en lien avec les couverts végétaux et donc peuvent donner une indication sur la faculté de régénération des sols. Mais vous parliez de bas carbone et voilà, on l'a peut-être pas précisé là, mais c'est aussi le maintien de couverts végétaux, c'est aussi une arme pour la captation du carbone, contrairement effectivement à la pratique de monoculture et de sol nu entre les cultures qui justement ne permettaient pas cela. Et puis on peut aussi parler de la capacité, grâce à ces couverts, à maintenir l'eau dans les sols et à lutter contre les épisodes de sécheresse, ou en tout cas à les atténuer, comme ceux qu'on a pu connaître cet été. Et tout ça, on peut le mesurer de différentes manières. C'est vrai que l'imagerie satellitaire, grâce à cette mesure, à ce suivi des couverts végétaux, y contribue. Ouais. Merci à tous les trois. Je vous propose qu'on en arrête là. Je reviens sur un petit peu l'introduction que j'ai faite tout à l'heure. On a mieux compris avec vous qu'on a besoin d'indicateurs pour évaluer la situation, gérer les pratiques et puis valoriser et rendre compte de ces efforts pour sécuriser aussi les transformations des pratiques agricoles, ce qui était l'objet de notre échange. Merci à tous les trois. Merci à vous pour votre participation et à très bientôt. Bon salon. Merci beaucoup. Merci.